Quand on pense à la culture amazigh, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, on imagine une tradition orale, des contes, des poèmes transmis de bouche à oreille. Mais si cette image, bien que belle, n'était qu'une partie de l'histoire? Et si un immense trésor écrit était resté caché pendant des siècles? Cette idée d'une culture purement orale, elle est tenace. Mais est-ce qu'elle correspond vraiment à toute la réalité? Et si, à l'abri des regards, des bibliothèques entières, pleines de manuscrits, n'attendaient que d'être redécouvertes? Parce que la vérité, c'est bien ça. Il existe bel et bien une tradition écrite en langue amazigh, et elle est immense. C'est tout un continent littéraire qui a survécu au temps, mais qui est resté, pour ainsi dire, invisible. Alors, partons ensemble à la découverte de cette richesse. Attention, on ne parle pas de quelques notes griffonnées par-ci par-là, non. Les sources sont formelles. Il s'agit d'une tradition littéraire bien réelle, pensée, voulue, et qui s'est développée sur une très très longue période. Écoutez bien cette question. Elle a été posée par un savant au XVIe siècle. Et elle est juste incroyable. Elle nous montre qu'il y avait une conscience très claire, une volonté d'utiliser sa propre langue, non pas pour s'opposer, mais au contraire, pour que le savoir soit accessible à tous. L'histoire de la redécouverte de ce monde écrit, c'est une véritable épopée. Ça ne s'est pas fait en un jour, loin de là. C'est une quête qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Au départ, ce sont des collectionneurs européens qui mettent la main sur les premiers textes. Mais cette quête, elle est aussi et surtout l'œuvre de savants locaux. De Saïd Boulifa au début du XXe siècle jusqu'aux grandes acquisitions universitaires dans les années 80, c'est toute une chaîne de passionnés qui a permis de reconstituer ce puzzle incroyable. Et attention, cette tradition n'était pas cantonnée à une seule petite région. C'était un véritable réseau intellectuel qui couvrait tout le Maghreb, avec des centres de production littéraire très dynamiques, de la vallée du Souss au Maroc jusqu'à l'île de Djerba en Tunisie, en passant par le Mzab en Algérie. Alors, la question qu'on se pose, c'est où sont ces trésors aujourd'hui? Eh bien, on en trouve dans de grandes institutions, en Europe et au Maghreb, bien sûr. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'une très grande partie de ce patrimoine est encore là, gardé précieusement dans des bibliothèques familiales, transmise comme l'héritage le plus précieux. Bon, mais alors, de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'ils écrivaient? C'est là que l'histoire devient absolument passionnante. On est très très loin d'une littérature à sens unique. En fait, c'était une littérature du quotidien, une littérature de la vie. On trouve de tout, des traités de théologie et de droit très pointus, de la poésie mystique, mais aussi des choses incroyablement concrètes, des dictionnaires, des recettes de médecins, des contrats commerciaux, et même des poèmes sur le thé pour célébrer son arrivée dans la région. C'est génial, non? Pour naviguer entre les langues et les savoirs, les érudits ont créé des outils, comme ces lexiques bilingues. Mais le but n'était pas juste de traduire. Comme l'écrit un auteur du XVIIIe siècle, l'idée, c'était d'utiliser les mots amazigh pour mieux comprendre les concepts en arabe et comme ça ouvrir les portes d'autres connaissances aux lettrés de l'époque. C'était une véritable passerelle culturelle. Il y a un thème qui revient souvent, un thème très poétique et profond, celui du voyage de l'âme. Les auteurs y décrivent avec une finesse incroyable les étapes que l'esprit traverse après la mort. Ça nous montre bien que la langue amazigh était aussi un formidable outil pour explorer les plus grandes questions de l'existence. Et justement, au-delà du contenu, qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur la langue elle-même? Et sur l'identité de ceux qui l'écrivaient? Alors là, c'est un point absolument essentiel. Ces manuscrits, ce sont des preuves historiques. Le mot amazigh n'est pas une invention moderne, ce n'est pas une simple revendication, c'est le nom que ce peuple s'est toujours donné. On en a la confirmation dans des manuscrits très anciens, comme le Kitab el-Barbariya. Et ces textes nous réservent d'autres surprises. Par exemple, dans les manuscrits les plus anciens, le mot arabe n'existe pas. Pour parler des nouveaux arrivants de l'Est, les auteurs de l'époque utilisaient un autre mot, Izerginen, qui vient probablement de sarrasin. C'est une fenêtre fascinante sur la manière dont le monde était perçu à l'époque. Tout ça nous amène au dernier chapitre de notre histoire. Un chapitre crucial, celui d'une véritable course contre la montre pour préserver cet héritage si fragile. Cette phrase du chercheur Harry Strummer résume parfaitement le défi. Beaucoup de ces textes sont encore chez des particuliers. Des familles qui les protègent, qui se méfient, et on peut les comprendre. Pour un chercheur, accéder à ces documents, ça demande donc de créer un lien de confiance avec beaucoup de patience et de respect.
La situation est urgente. Les menaces sont partout. Le temps qui passe et abîme le papier, le risque de pillage, les conflits. Mais face à ça, il y a des efforts considérables qui sont faits. Du catalogage, de la numérisation, de la recherche. Et ça paye. Dans la région du Meusab, par exemple, des projets de sauvegarde ont permis de répertorier près de 10 000 ouvrages. C'est énorme. Alors, l'image d'une culture purement orale, il est temps de la mettre de côté. Une bibliothèque immense, riche, diverse, existe bel et bien. Elle nous raconte une histoire bien différente, une histoire qui est d'ailleurs loin d'être finie. Et la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Combien de ces trésors dorment encore aujourd'hui dans des malles, sur des étagères, et n'attendent qu'une chose, qu'on vienne enfin les lire?